La vérité la plus sombre sur la nature féminine, selon Schopenhauer, n'est pas un mensonge de la femme, mais de la nature elle-même. Le sourire, les larmes, la promesse de rester pour toujours, ce n'est qu'un beau mensonge que la biologie conçoit et que la conscience ajuste ensuite. Ce n'est ni une conspiration ni un choix, mais un scénario écrit bien avant votre rencontre. Il y a 2 siècles, Arthur Schopenhauer a scruté cette mécanique et décrit ce que les hommes ressentent encore sans pouvoir le nommer. Le désir rédige le scénario et l'appelle amour. Vous avez déjà vu ce script, le silence soudain après des mois de dévotion, le glissement subtil de « nous » à « d'autres options », l'excuse que vous avez donnée pour préserver la chaleur de la relation. Vous pensiez que c'était aléatoire, mais ce ne l'était pas. C'était une sélection, ancienne, instinctive, aussi vieille que la vie elle-même. Si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à confondre stratégie et âme. Ce n'est pas un verdict contre les femmes, mais un avertissement pour les hommes. Schopenhauer a compris ce que beaucoup refusent encore de voir. La nature optimise pour la survie, pas pour la romance. La science moderne confirme ce qu'il a observé sans test en laboratoire. Les schémas d'attraction, de loyauté et de désir évoluent selon des règles cachées. Ces règles n'ont rien à voir avec votre histoire d'amour, mais tout à voir avec la biologie féminine. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la phrase de Schopenhauer que presque tout le monde interprète mal, celle qui déverrouille l'énigme entière. Je vous montrerai les 2 instincts qui réécrivent discrètement l'affection sans prévenir, et la règle unique qui vous empêche d'être conditionné par la quête d'approbation. Vous ne trouverez cela ni dans les livres de développement personnel, ni dans les comédies romantiques, ni dans les discours motivants. Comprendre cela, c'est voir le masque. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. À la fin, vous ne m'en direz plus un sentiment. Vous reconnaîtrez le schéma, choisirez la personne et garderez votre couronne. Le beau mensonge ne fonctionne que sur les hommes qui ne regardent pas de près. Aujourd'hui, vous le ferez. Arthur Schopenhauer n'était pas un penseur qui écrivait pour réconforter. Né en 1788, dans une Europe secouée par les révolutions, les guerres et l'effondrement des anciens ordres, il a vu, jeune homme, l'ombre de Napoléon s'étendre sur le continent et les promesses de raison et de progrès de l'illumination révéler leurs failles. Schopenhauer ne voyait pas un monde en marche vers la perfection, mais un monde mu par une force bien plus ancienne, sombre et irrationnelle. Il l'appelait la volonté, non pas la volonté personnelle, mais une force aveugle et implacable de désir traversant tous les êtres vivants. Pour lui, la vie était un piège tendu par cette volonté, chaque créature poussée par le besoin, enchaînée à un cycle sans fin de vouloir, obtenir et vouloir encore. Les humains prétendent être guidés par la raison, la morale ou les idéaux. Schopenhauer y voyait des costumes, des masques portés sur la mécanique brute de l'instinct. C'est cette vision qui a encadré son essai controversé sur les femmes, un texte qui suscite encore des débats 2 siècles plus tard. Il n'y faisait pas que se plaindre des relations ou lister des griefs personnels. Il diagnostiquait ce qu'il considérait comme un schéma universel. Les femmes, loin d'être le sexe délicat célébré par les poètes, étaient les agents les plus habiles de la nature, conçus pour exécuter ses impératifs par la beauté, l'émotion et la sélection. Pour beaucoup de lecteurs aujourd'hui, ces mots semblent cruels, voire hostiles. Mais Schopenhauer ne cherchait pas à être poli. Il cherchait à être précis. Il ne se voyait pas comme un ennemi des femmes, mais comme un ennemi des illusions. Son but n'était pas d'insulter, mais de dissiper la sentimentalité pour révéler la structure sous-jacente. Il suffit d'observer, écrivait-il, pour voir que la vanité, la ruse et l'instinct, non la raison, gouvernent le sexe. En langage moderne, regardez attentivement, et le schéma se dévoile. À son époque, il n'y avait ni psychologie évolutionniste, ni théorie formelle de la sélection sexuelle, ni base de données mondiales sur les tendances relationnelles. Pourtant, par la seule observation, il a anticipé des idées que la science explorait plus tard. Le choix du partenaire est stratégique, l'affection peut être conditionnelle, et les objectifs de la nature ne coïncidant pas toujours avec les nôtres. C'est pourquoi Schopenhauer reste si polarisant. Il n'offrait pas une philosophie romantique pour consoler les solitaires ou inspirer les poètes. Il proposait un manuel de survie écrit dans la lumière froide du réalisme. Il en a payé le prix, rejeté par beaucoup de ses pairs, ignoré pendant des décennies,
puis redécouvert par des générations qui ont reconnu la précision de son diagnostic. Comprendre cet homme est crucial. Sans sa vision du monde, ses avertissements sur l'amour, la loyauté et les stratégies discrètes de la nature peuvent être pris pour de l'amertume. Mais à travers ses yeux, le beau mensonge qu'on vous a raconté n'est pas une trahison, c'est un système. Et une fois que vous voyez ce système, vous pouvez décider de continuer à jouer selon ses règles ou d'écrire les vôtres. Quand Schopenhauer parlait des femmes, il ne les dépeignait pas comme des méchantes dans un drame moral. Il les voyait comme des agents d'une force plus ancienne, à laquelle nul n'échappe, le script de la nature. Pour lui, le comportement féminin n'était pas motivé par la malice, mais par le design. La nature n'écrit pas en mots, mais en instinct, en impulsion, en schéma d'attraction et de retrait qui opèrent, qu'on les remarque ou non. De ce point de vue, la beauté n'est pas seulement esthétique, c'est un appât biologique, la plus ancienne publicité au monde. La symétrie d'un visage, l'éclat des cheveux, la douceur de la peau, ce sont des signaux perfectionnés sur des millions d'années, annonçant jeunesse, santé et fertilité avant même qu'un mot soit prononcé. Pour l'esprit masculin, ces signaux semblent personnels, voire mystiques. Pour la nature, ce ne sont que des outils. Schopenhauer l'a vu clairement. Sans la science moderne, il comprenait que ces signaux ne sont pas destinés à inspirer une dévotion permanente, mais à déclencher une poursuite. La beauté seule ne conclut pas l'affaire. Le charme et l'influence émotionnelle finissent le travail. Là où l'attrait physique ouvre la porte, la connexion émotionnelle s'installe pour sécuriser des ressources, une protection et un engagement. Pas par malice, mais parce que c'est ce que la survie exigeait dans la majeure partie de l'histoire humaine. La capacité d'une femme à inspirer la loyauté, à susciter la provision, à créer des liens profonds était un avantage évolutionniste quand la nourriture était rare et les dangers omniprésents. Dans cette optique, ce que les hommes vivent comme de l'amour est une fusion de sentiments sincères et d'instincts de survie stratégique. Dans le monde moderne, ce script continue de s'exécuter, mais le décor a changé. Les réseaux sociaux amplifient les signaux de beauté à une échelle mondiale. Les applications de rencontres condensent des siècles de sélection en une économie de balayage. Ce qui prenait autrefois des mois de proximité se produit maintenant en quelques secondes. Une photo, une courte bio, une décision instantanée. Les mêmes indices ancestraux à indicateurs de statut, apparence, confiance guident toujours le choix, mais dans un environnement plus compétitif et accéléré. La science donne aujourd'hui un langage à ce que Schopenhauer observait. Les recherches transculturelles du psychologue David Buss montrent que les femmes, en moyenne, privilégient davantage les ressources, l'ambition et la stabilité d'un partenaire que les hommes. La théorie de l'investissement parental explique pourquoi. La grossesse et l'éducation des enfants exigent un investissement initial bien plus important de la part des femmes, et la nature a favorisé celles qui choisissaient des partenaires capables de soutenir cet investissement. Ce n'était pas la romance qui façonnait ces tendances, mais la survie. Il faut faire une distinction importante. Beaucoup de ces comportements sont inconscients. Bien que la manipulation consciente existe, ces schémas sont le plus souvent instinctifs. Une femme ne se réveille pas en pensant « je vais flirter avec lui pour la sécurité ». Elle se sent attirée par des hommes qui signalent la stabilité, le statut ou la dominance, et ses sentiments sont sincères sur le moment. L'instinct n'est pas synonyme de tromperie. Mais pour l'homme qui croit que l'affection est toujours inconditionnelle, le résultat peut sembler identique. Un détachement soudain quand une meilleure option apparaît. C'est la mécanique que Schopenhauer a vue. Dépouillée de poésie, la beauté suscite le désir, l'émotion sécurise la loyauté, la sélection optimise la survie. Cela ne signifie pas que chaque relation est vouée à l'échec ou que l'amour ne peut pas être réel. Mais cela signifie que l'amour repose sur une fondation posée par la nature bien avant votre arrivée. Et cette fondation ne vise pas votre bonheur, mais la continuation de l'espèce. Une fois que vous comprenez cela, vous commencez à voir les rencontres modernes sous un autre angle. Le silence après des mois de connexion, le changement d'énergie quand quelqu'un de nouveau entre dans son orbite, le recalibrage subtil de l'affection en fonction de votre trajectoire perçue dans la vie. Ce ne sont pas toujours des trahisons personnelles, mais des scripts ancestraux joués sur une scène moderne. Schopenhauer croyait qu'un homme qui voit cela clairement n'est pas destiné à devenir amer, mais libre. Libre de la confiance aveugle en un processus qui n'a jamais été conçu pour son confort. Dans cette clarté, un homme peut encore aimer,
mais sans se perdre dans l'illusion. Si le script de la nature explique la scène, l'hypergamie est l'un de ses rebondissements les plus durables. Le mot semble clinique, mais l'idée est simple. L'hypergamie est la tendance à chercher le partenaire de la plus haute valeur disponible. La valeur ne se limite pas à l'apparence, mais englobe l'ensemble des ressources, du statut, de la confiance et de la stabilité. C'est l'algorithme silencieux qui sous-tend d'innombrables histoires d'amour et rupture. La logique évolutionniste est brutale mais claire. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la survie d'une femme et de ses enfants dépendait fortement du choix du bon partenaire. Un mauvais choix pouvait signifier la faim, le danger ou la vulnérabilité sociale. Le bon choix pouvait offrir sécurité, protection et une meilleure chance de survie pour ses gènes. La nature a récompensé celles qui visaient plus haut, qui changeaient de partenaire si une meilleure option se présentait, et qui s'alignaient avec les alliés les plus forts qu'elle pouvait trouver. La science moderne confirme ce que Schopenhauer observait. Les études transculturelles de David Buss montrent que les femmes, en moyenne, valorisent davantage l'ambition, la stabilité financière et le statut social que les hommes lorsqu'elles évaluent un partenaire. Les recherches sur les variations cycliques de l'attraction révèlent une autre couche. Les préférences des femmes peuvent changer subtilement pendant les périodes de fertilité maximale, souvent en faveur de traits comme la dominance, la force et la confiance, historiquement liés à la protection et à la fitness génétique. Pour un homme, cela peut sembler profondément personnel. Imaginez un scénario. Vous avez construit une vie avec quelqu'un, mais avec le temps, vous subissez un revers professionnel, perdez du statut dans votre cercle, ou stagnez pendant que d'autres progressent. Puis quelqu'un de nouveau entre dans son orbite, plus motivé, mieux connecté, en mouvement. Même sans calcul délibéré, l'attraction peut commencer à dériver. Vous ressentez la distance avant de pouvoir l'expliquer. C'est l'hypergamie en action, non pas de la cruauté, mais de l'adaptation. Ce même schéma se manifeste de manière moins évidente. Un homme peut remarquer que sa partenaire devient plus affectueuse et engagée quand il réussit, progresse ou gagne en reconnaissance, et plus critique ou distante pendant les périodes d'incertitude ou d'échec. Ce n'est pas toujours un jugement moral, mais un instinct qui vérifie la trajectoire. Cet homme est-il toujours la meilleure option pour mon avenir et celui de mes enfants? L'hypergamie explique aussi les différences de genre dans les priorités de sélection des partenaires. Les hommes valorisent davantage la jeunesse et l'attractivité physique, indicateurs de fertilité, tandis que les femmes mettent l'accent sur la capacité d'un partenaire à fournir et protéger. Ces différences ne sont pas absolues, mais elles apparaissent constamment à travers les cultures, suggérant des racines biologiques profondes. Ce qui est frappant, c'est la manière dont la société moderne a amplifié ces instincts ancestraux. Autrefois, les opportunités de viser plus haut étaient limitées par la géographie, la classe sociale et la surveillance communautaire. Aujourd'hui, une application de rencontre peut présenter des centaines de meilleures options en une soirée. Les réseaux sociaux rendent les signaux de statut à voyage de luxe, connexions prestigieuses, histoires de succès visibles en temps réel. L'instinct qui opérait discrètement dans le village agit désormais sur un marché mondial. Le point clé est que l'hypergamie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est adaptative. Elle a évolué pour maximiser les chances de survie dans un monde dangereux. Mais pour les hommes qui s'attendent à ce que l'amour fonctionne en dehors des règles de la nature, cela peut être un réveil douloureux. Sans comprendre la mécanique, vous risquez de prendre personnellement ce qui est, au moins en partie, un processus d'optimisation ancien. Schopenhauer n'avait ni le vocabulaire ni les recherches, mais il voyait clairement le schéma. Il comprenait que l'affection pouvait être sincère tout en restant conditionnelle. Il savait que le sourire qui s'illuminait pour vous aujourd'hui pouvait s'illuminer pour quelqu'un d'autre demain si le calcul changeait. Et il savait qu'un homme qui ne reconnaissait pas cette réalité continuerait à offrir sa loyauté à quelqu'un dont les instincts étaient programmés pour la sélection, pas pour la permanence. Comprendre l'hypergamie ne signifie pas rejeter les relations, mais y entrer avec les yeux ouverts. Cela signifie construire une valeur difficile à remplacer, pas seulement en termes matériels, mais par la force de votre caractère, la clarté de vos limites et la vie que vous avez bâtie indépendamment. Il ne s'agit pas de combattre l'instinct, mais de s'assurer que, si elle vous choisit, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de meilleure option, mais parce que, à ses yeux, il n'y a pas de meilleur choix. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'équilibre des forces physiques entre hommes et femmes était inégal.
Dans les communautés anciennes, la force brute décidait souvent qui pouvait prendre et qui devait défendre. Pour les femmes, la survie impliquait de développer des stratégies qui fonctionnaient sans confrontation physique, des stratégies opérant dans l'esprit plutôt que dans le corps. Schopenhauer appelait cela la règle émotionnelle. Il observait que là où les hommes s'appuyaient sur la force, les femmes s'appuyaient sur l'influence. Là où les hommes tentaient de changer le monde avec leurs mains, les femmes le façonnaient à travers les choix et les émotions des autres. Loin de s'estomper à l'époque moderne, ces stratégies se sont raffinées. La contrainte ancienne était simple, la force physique favorisait les hommes. L'avantage moderne est différent. Les environnements sociaux, professionnels, relationnels et numériques récompensent désormais davantage l'influence émotionnelle que la force brute. Dans ce changement, les compétences adaptatives anciennes sont devenues encore plus efficaces. Ces stratégies ne sont pas toujours calculées. Parfois elles sont délibérées, parfois instinctives, mais elles se concentrent autour de quelques méthodes puissantes. Premièrement, l'induction de la culpabilité, une reformulation subtile des actions d'un homme pour qu'il se sente responsable de son malheur. Ce n'est rarement exprimé directement, mais implicite. Les chercheurs en relations, comme ceux de l'Institut Gottman, notent que la culpabilisation persistante peut modifier le comportement plus rapidement qu'une confrontation directe. Deuxièmement, le silence stratégique, pas seulement un retrait, mais une absence calculée. Le psychologue Sam Vachnan, dans ses travaux sur les schémas narcissiques, décrit le silence comme une forme de rage froide, une manière de punir sans conflit ouvert. L'incertitude qu'il crée pousse l'autre à chercher la réconciliation à ces conditions. Troisièmement, la vulnérabilité stratégique, pas une manipulation caricaturale, mais une présentation de faiblesse sincère à des moments qui maximisent les chances de susciter protection, pardon ou investissement. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, appelle cela l'art de paraître plus faible qu'on ne l'est pour désarmer et influencer. Il est important de comprendre que beaucoup de ces tactiques opèrent en dessous du seuil de la conscience. Ce sont des produits de siècles d'adaptation, des comportements transmis, renforcés et affinés parce qu'ils fonctionnaient. Une femme n'a pas à penser « je vais retirer mon affection pour obtenir ce que je veux ». Souvent, elle ressent simplement l'envie de se retirer lorsqu'elle est insatisfaite, et l'effet façonne la relation. Dans certains cas, ces stratégies sont délibérées. Dans des dynamiques toxiques, elles peuvent devenir des armes, calibrées, minutées et répétées pour maintenir le contrôle. Dans des dynamiques saines, ces mêmes schémas peuvent apparaître sous des formes plus légères et non intentionnelles. La vie moderne a éliminé beaucoup de dangers qui ont façonné ces comportements, mais pas les incitations. Dans un monde où les réputations, les alliances et les réseaux déterminent les opportunités, la capacité à influencer la perception et l'émotion peut être plus puissante que n'importe quel affrontement physique. Dans les relations intimes, ces outils fonctionnent car ils ciblent le conditionnement social profond des hommes. Beaucoup d'hommes apprennent dès l'enfance à prioriser les émotions féminines, à éviter la confrontation et à interpréter la détresse émotionnelle comme leur responsabilité à réparer. Associé à la peur instinctive masculine de perdre l'intimité, cela crée un point de levier puissant. Schopenhauer décrivait cela comme une sorte de combat psychologique, mais il est crucial de ne pas y voir une accusation de malice inhérente aux femmes. De son point de vue, et d'un point de vue évolutionniste, ces compétences étaient des mécanismes de survie. Elles permettaient aux femmes de sécuriser des ressources, de maintenir des alliances et d'influencer les résultats dans un monde qui leur offrait moins d'outils directs. Dans le présent, ces instincts peuvent encore servir des objectifs constructifs, résoudre les conflits sans escalade, apaiser les tensions, construire un consensus. Mais dans des relations dysfonctionnelles, ils peuvent devenir des schémas de contrôle. Pour un homme, reconnaître ces schémas ne consiste pas à chercher la confrontation, mais à développer la conscience. Quand vous pouvez identifier en temps réel l'induction de culpabilité, le silence ou la vulnérabilité stratégique, vous pouvez répondre plutôt que réagir. Vous pouvez décider si le moment appelle du réconfort, l'établissement de limites ou un départ. Schopenhauer croyait qu'un homme incapable de voir les leviers d'influence était destiné à être manipulé par eux. En revanche, celui qui les voit peut choisir s'il se laissera influencer ou non. Il y a 2 siècles, Schopenhauer avertissait les hommes que les règles de la nature ne plieraient pas pour leur confort. Aujourd'hui, ces règles n'ont pas seulement persisté, elles se sont amplifiées.
Le marché de la rencontre moderne n'est plus un village, une petite ville ou même une métropole, il est mondial. Un simple profil sur une application de rencontre peut connecter une femme à des hommes de tous les continents. La compétition est constante, silencieuse et invisible. Vous pensez peut-être rivaliser avec les hommes qu'elle connaît, mais vous êtes aussi en concurrence avec des inconnus dans sa boîte de réception, des collègues rencontrés lors de conférences professionnelles, et les montages soigneusement orchestrés d'hommes qu'elle ne rencontrera jamais. Dans cet environnement, l'instinct ancestral de sélectionner la meilleure option ne s'estompe pas, il s'accélère. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans de nombreux pays occidentaux, les femmes initient la majorité des divorces, souvent à des taux supérieurs à 60 ou 70%. Lorsqu'on les interroge, une part importante de ces femmes ne mentionne ni abus ni échec catastrophique, mais une insatisfaction émotionnelle. La stabilité ne suffit pas. La sécurité ne suffit pas. Si ses besoins émotionnels, son excitation ou son sentiment de connexion s'estompent, la culture moderne lui dit qu'elle mérite mieux et qu'elle peut le trouver. Cette culture n'est pas neutre. Des livres de développement personnel au drame romantique, les hommes sont conditionnés à trop donner et à ne pas assez se protéger. On leur enseigne que gagner son cœur nécessite un effort constant, une validation incessante, une accommodation permanente. Toute trace de limite est perçue comme de la froideur, toute affirmation de standard devient de l'égoïsme. Ainsi, les hommes apprennent à associer l'amour à la reddition, à croire que plus ils se donnent, plus la relation sera sécurisée. Schopenhauer aurait appelé cela un entraînement à l'échec. Il comprenait que l'homme qui donne sans mesure finit par abandonner ce qui le rend précieux, son indépendance. Quand cela arrive, une transformation subtile commence. Il cesse de mener sa propre vie pour gérer celle de sa partenaire. Son temps ne lui appartient plus. Ses humeurs commencent à orbiter autour des siennes. Ses décisions passent par la question « Est-ce que cela la rendra heureuse ?» C'est une érosion de l'identité émotionnelle, une perte lente, presque invisible, de soi dans une relation. Quand la relation se termine, comme c'est souvent le cas lorsque les instincts de sélection se réalignent, cet homme n'est pas seulement brisé par le chagrin, il est désorienté. Sans la relation, il ne sait plus qui il est, ce qu'il valorise, ni quelle direction prendre. Dans ce vide, l'amertume peut croître là où la clarté devrait être. La crise masculine moderne ne réside pas seulement dans la fin des relations, mais dans le fait que les hommes y entrent sans outils pour maintenir leur souveraineté. Ils ne comprennent pas les scripts ancestraux qui opèrent sous la scène moderne. Ils ne voient pas comment la compétition mondialisée change les règles. Ils confondent approbation et affection, affection et sécurité. Ainsi, ils continuent à jouer un jeu sans connaître le score. L'avertissement de Schopenhauer était simple, les illusions coûtent plus cher que la vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, ce coût est plus élevé que jamais, en temps, en ressources, en santé mentale. L'homme qui ne voit pas la nature du jeu continuera à perdre des parties de lui-même jusqu'à ce qu'il ne reste rien à reconstruire. Schopenhauer ne se contentait pas de pointer les pièges, il offrait une manière de les contourner. Sa solution n'était pas de se retirer dans la haine, mais de dépasser l'illusion entièrement. Au cœur de sa philosophie se trouvait un principe simple et implacable, refusez que le désir vous contrôle, sinon il fera de vous un esclave de l'instinct. Pour lui, le vrai danger n'était ni les femmes ni les relations, mais le désir non examiné, la manière dont il aveugle le jugement, surpasse la raison et conduit les hommes à des choix qui les privent de liberté. Selon ses mots, le sage ne place pas son bonheur dans la satisfaction du désir, mais dans son refus. Vivre ainsi, ce n'est pas rejeter l'amour, mais refuser de construire sa vie sur le besoin d'amour. Dans le monde moderne, le stoïcisme devient le compagnon parfait de l'intuition de Schopenhauer. Le stoïcien ne réagit pas, il répond. Il ne mord pas à l'hameçon émotionnel, qu'il s'agisse de charme, de colère ou de retrait. Il reste ancré dans ses valeurs. Il sait qu'une émotion, aussi intense soit-elle, n'est pas un ordre. Cet état d'esprit permet d'interagir avec les autres depuis une position de stabilité plutôt que de dépendance. De cette stabilité naissent des limites, des lignes discrètes mais inébranlables qui définissent comment vous serez traité ou non. Les limites ne sont pas des murs pour repousser les gens, mais des filtres pour s'assurer que ceux que vous laissez entrer apportent plus qu'ils ne prennent. Sans elles, l'affection devient une laisse. Avec elle, elle devient un choix. Vivre ainsi, c'est aussi choisir les relations consciemment, pas par défaut.
Trop d'hommes dérivent dans des situations ambiguës, des engagements à long terme, voire des mariages, simplement parce que c'est arrivé, pas parce que cela a été soigneusement choisi. Une relation consciente est une relation où vous entrez les yeux ouverts, conscient des instincts à l'œuvre des deux côtés, et confiant que votre connexion repose sur le respect et la compatibilité, pas seulement sur l'attraction ou la commodité. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Quand vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous compléter, vous pouvez le voir tel qu'il est, pas tel que vous souhaitez qu'il soit. Vous pouvez apprécier la beauté sans la poursuivre, savourer l'affection sans échanger votre souveraineté contre elle, et partir quand le respect n'est plus mutuel. La réponse de Schopenhauer n'était pas de gagner sur le marché des rencontres, mais de se reconquérir soi-même. Quand vous n'êtes plus gouverné par la quête d'approbation, vous devenez ingouvernable. Les instincts qui jadis jouaient contre vous, en vous et chez les autres, perdent leur pouvoir. À leur place naît quelque chose de plus fort, la liberté de vivre, d'aimer et de mener sa vie selon ses propres termes. Un homme qui ne voit pas les forces qui façonnent sa vie est manipulé par elles sans résistance. Mais celui qui voit, vraiment, devient ingouvernable. Il ne tressaille plus devant la beauté, ne fond plus sous le charme, ne confond plus approbation et affection. Il peut apprécier tout cela sans en être possédé. Quand vous comprenez la nature féminine sans ressentiment, vous cessez d'attendre qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. C'est là que la liberté commence, la liberté de ne plus avoir besoin de validation pour se sentir digne, de ne plus courir après chaque lueur d'attention comme si c'était de l'oxygène. Votre valeur cesse d'être un miroir tenu par quelqu'un d'autre. Quelque chose de puissant se produit quand vous vivez ainsi. Le respect remplace l'approbation. L'approbation est conditionnelle, elle vient quand vous servez les désirs immédiats de quelqu'un. Le respect est différent, il se gagne en vivant selon vos propres termes, en tenant vos standards, même au prix de sacrifices. L'approbation peut être donnée à n'importe qui. Le respect est réservé à ceux qui ne le mendient pas. C'est le changement que Schopenhauer voulait que les hommes opèrent, passer de l'idéaliste romantique, négociant sans cesse sa valeur à travers les émotions d'un autre, à l'homme souverain qui connaît sa valeur sans avoir besoin qu'elle soit confirmée. L'homme souverain n'est pas froid, il est clair. Il peut aimer profondément, mais il ne s'agenouillera pas pour cela. Il peut donner librement, mais jamais au détriment de ses fondations. Imaginez cet homme, ancré, décisif, sélectif. Il entre dans une relation les yeux ouverts, conscient du script écrit par la nature, mais choisissant de ne jouer que les rôles qui correspondent à ses valeurs. Il n'a pas peur de partir, car il ne s'est jamais abandonné au départ. Et pour cette raison, il est plus dangereux, non par cruauté, mais par la manière dont un homme devient quand il ne peut être acheté par l'affection ni brisé par le retrait. Ne devenez pas amer, devenez conscient. Ne devenez pas froid, devenez clair. Car l'homme qui voit la réalité est celui qui n'en a plus peur. Libre d'aimer sans se perdre, libre de partir sans regret, libre de vivre selon la seule approbation qui compte vraiment, la vôtre. Maintenant que vous avez vu le schéma, tournez le regard vers votre propre vie. Où voyez-vous le script de la nature à l'œuvre? Pas seulement dans les relations, mais au travail, dans les amitiés, sur les réseaux sociaux, partout où l'instinct réécrit discrètement l'intention. Partagez votre réponse dans les commentaires. Plus votre exemple sera personnel et précis, plus il aidera d'autres hommes à voir ce qu'ils ont manqué. Ce canal n'est pas seulement une tribune pour moi, c'est une communauté d'hommes qui voient clairement, parlent honnêtement et refusent de vivre en pilote automatique. Si cette perspective vous a troublé mais vous semble impossible à ignorer, c'est le signe que vous êtes prêt à penser différemment. Le prochain pas est de continuer à apprendre, et la meilleure façon de le faire est de rester dans cette conversation. J'ai lié la prochaine vidéo pour vous ici. Elle explore en profondeur comment la culture moderne conditionne les hommes à échouer sans qu'ils s'en rendent compte, et comment briser ce conditionnement avant qu'il ne vous brise. Regardez-la juste après celle-ci, et les pièces s'assembleront d'une manière que vous n'oublierez jamais. Souvenez-vous, ne devenez pas amer, devenez conscient. Votre conscience est la seule chose que la nature ne peut pas scénariser. Et une fois que vous l'avez, vous cessez d'être une proie pour devenir souverain.